Alors ici on est chez Créactif, certaines connaissent peut-être. Tu connais Créactif? Non, pas plus que ça. Donc rapidement, donc Créactif, organisme de formation à la création d'entreprises. On forme plus d'un millier d'entrepreneurs chaque année, d'aspirants entrepreneurs, des gens en général qui étaient salariés et qui veulent se reconvertir et qui veulent créer un business, que ce soit ouvrir une boulangerie, devenir chauffeur VTC ou lancer une application mobile ou un site internet, de e-commerce, etc. On couvre vraiment tous les secteurs d'activité, toutes les fonctions et on essaye de les former sur plein d'aspects. Des aspects plutôt financiers, plutôt comptables, des aspects plus marketing, plus opérationnels, des aspects sur leur modèle économique, sur leur business model, comment ils vont générer de l'argent, comment ils vont organiser leurs opérations pour générer de l'argent, générer de la valeur, se différencier sur un marché, etc. etc. Ce sont des formations qui durent de quelques jours à quelques semaines, voire quelques mois. Certaines sont diplômantes, certaines sont certifiantes, certaines pas du tout. Et l'intégralité de ces formations sont finançables via des comptes personnels de formation et autres dispositifs de formation pour les salariés, pour les indépendants. N'hésitez pas à demander aux équipes d'ici de Créactif si et comment faire pour faire financer votre formation. Ils sauront très bien vous aiguiller et très bien vous répondre. Alors d'abord, toute première question, est-ce qu'il y a déjà des entrepreneurs dans la salle? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont créé leur boîte, créé un statut, qui se sont lancés récemment? Pas encore? Ouais, une personne? Ok. Trois personnes? D'accord. C'est dans quoi? Dans les prestations de services. Les prestations de services? D'accord. Et plus précisément? Développement web. Développement web, ok. Commerce international. Commerce international, import-export? Ouais. Ok. Et il y avait une troisième personne? Non? On a une boutique en fait. Une boutique. Bijoux, objets déco. Bijoux, objets déco, d'accord. À Paris ou... Oui, Ouais. à Paris. Ok. Super. Alors nous, ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est de... Alors je vais vous parler des secteurs qui nous ont semblé, nous, chez Créactif, porteurs pour entreprendre en 2018. Évidemment, la liste n'est pas du tout exhaustive. La vision est complètement subjective. C'est nous, ce qu'on pense du marché, avec les gens qu'on voit passer, les entrepreneurs qu'on voit qui passent chez nous, qui viennent, qui réussissent, qui créent des business un petit peu différents, différenciants, qui commencent à embaucher. En fait, chaque année, on voit qu'il y a un certain nombre de tendances, un certain nombre de modes. Alors certaines sont très éphémères et ne durent pas du tout, et d'autres, au contraire, s'inscrivent durablement dans l'économie. Alors juste un tout petit mot sur moi, donc moi je suis consultant indépendant, c'est la 5e année que je suis à mon compte comme consultant. J'accompagne à la fois, alors je fais de la formation ici chez Créactif, mais pas que, j'interviens à peu près 2 à 3 jours par mois ici, et sinon j'accompagne donc les startups dans la définition de leur business model et le fait d'aller trouver des fonds, trouver des capitaux, des investisseurs pour se développer, et également les grandes entreprises dans leur stratégie d'innovation. Ça peut être la mise en place d'incubation, la mise en place d'un incubateur de start-up. Ça peut être les accompagner à aller investir dans les start-up intéressantes de leur secteur d'activité. Ça peut être leur faire découvrir des nouveaux concepts innovants, etc. etc. Donc, les secteurs porteurs pour entreprendre en 2018. Oui, il y avait une question? Non. En 2018, donc ce qu'on a, encore une fois, complètement subjectif, pas du tout exhaustif. Premier secteur très chaud, la mobilité. Pourquoi c'est un secteur très chaud, la mobilité? Il se passe énormément de choses sur la mobilité ces derniers mois, ces dernières années. On a tous besoin de plus en plus de se déplacer à moindre coût, le plus vite possible, le plus confortablement possible, etc. etc. Entrez. Et allez-y. Et donc en fait, ce besoin croissant, les entreprises et les startups y répondent de plus en plus avec de la technologie et avec des services. D'accord? Vous avez peut-être vu des projets un peu fous comme celui-là, là, le Sea Bubble. Qui a entendu parler de ce projet? Qui a vu un petit peu ce projet passer là? Alors un projet un peu fou de taxi-bateau électrique, au début sur la Seine, puis après il s'est pas très bien entendu avec la mairie de Paris, donc il est parti plutôt sur le lac Léman, etc. Enfin bref, des projets assez incroyables, hein, assez futuristes. Est-ce que ça verra réellement concrètement le jour? On ne sait pas. En tout cas, c'est pour l'instant l'idée de prototypes qui fonctionnent. Vous avez vu peut-être récemment débarquer ces vélos en libre service, ces flottes de vélos en libre service qui concurrencent directement le Vélib.
sans bornes. Vous savez que les Vélib fonctionnent avec des bornes, donc c'est un petit peu contraignant parce qu'il faut les prendre à une borne et les remettre à une borne. Ces business-là ont explosé ces dernières années, les vélos verts, Gobi Bike, les vélos jaunes dont j'ai oublié le nom. Ils sont tous donc en free floating comme on appelle, donc il n'y a pas de borne, vous les prenez où vous voulez, vous les remettez où vous voulez. Comment ça a été possible ces dernières années? Vraiment grâce à la technologie, grâce à la géolocalisation des vélos, grâce au fait qu'avec un smartphone on peut scanner un code barre et puis déverrouiller et verrouiller un vélo très rapidement, très facilement, être facturé à la minute. C'est vraiment la technologie qui a rendu ce moyen de transport efficace, fluide, possible dans nos villes. Et c'est pas qu'à Paris, hein, ils sont présents dans des dizaines, voire des centaines de villes dans le monde. La même chose, version scooter, vous l'avez peut-être vu aussi, version scooter électrique. Et encore une fois, c'est pas exhaustif. Il y a des gens qui travaillent aussi actuellement sur des boîtes qui vous permettent de vous déplacer avec des scooters, mais avec en plus un chauffeur à l'avant. D'autres boîtes qui fonctionnent avec des scooters thermiques plus gros, avec des 3 roues. D'autres boîtes qui vont vous permettre de comparer les meilleurs trajets en intégrant les taxis, les VTC, les scooters, les vélos, tout un tas de choses. Donc on voit vraiment que l'offre est pléthorique, l'offre explose. Alors moi, si je veux entreprendre dans ce secteur, comment je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je peux simplement déjà opérer moi-même un service de transport. Je peux tout simplement, je sais pas, devenir par exemple chauffeur de taxi, par exemple chauffeur de VTC. Je peux aussi alors évidemment, si vous faites entre guillemets seulement ça, vous allez être en concurrence avec plein de monde. Okay, donc qu'est-ce qui se passe quand on est en concurrence avec plein de monde? Les prix ont tendance à baisser. Les prix ont tendance à aller vers le bas un peu pour tout le monde et donc les marges s'étiolent aussi. Bon, du coup comment on fait ça? Comment on fait pour lutter contre ça? On se différencie. On va peut-être aller sur une niche, sur une spécialité. Je vais transporter uniquement les femmes. Je vais transporter uniquement les gens de telle heure à telle heure. Je vais transporter uniquement les gens dans telle zone. Je vais transporter uniquement les seniors, etc., etc. On va se spécialiser par exemple. Je vais transporter les gens uniquement du centre-ville vers l'aéroport. Je vais faire qu'une seule liaison. Okay. Deuxième possibilité, je peux mettre en relation les transporteurs avec ceux qui veulent être transportés, les offreurs de trajet avec les demandeurs de trajet. Et là, je me transforme, je suis plus opérateur, je suis plateforme. Je mets en relation, d'accord? Je suis intermédiaire, comme une très belle start-up très connue en France qui s'appelle Blablacar, qui met en relation des gens qui offrent des trajets avec des gens qui demandent des trajets. Mais je peux le faire avec peut-être d'autres moyens de transport que la voiture. Il y a évidemment les bus ces dernières années qui ont explosé. Vous avez vu, on voit apparaître des comparateurs de tous ces trajets en bus, par exemple. Troisième possibilité, je vais essayer d'ajouter du service dans le cadre d'un moyen de transport. Je sais pas, je repère un service qui existe à l'étranger, ou bien j'ai une idée de service, et je vais l'opérer, je vais la créer moi-même en France. C'est par exemple un service que vous avez pu voir, je sais pas, au Japon, de livraison préalable de valises et de bagages sur place à l'hôtel. Vous savez, les Japonais en général se font livrer au préalable leurs valises à l'hôtel avant de voyager. Quand ils arrivent à l'hôtel, leurs valises sont déjà là. Peut-être que ce service fonctionnerait en France, peut-être pas. Et là, je vous en donne un. Vous pouvez avoir des dizaines d'idées de services à ajouter sur un moyen de transport existant. Peut-être une plateforme, vous allez mixer les deux, vous allez avoir une plateforme qui va vous permettre de transporter de la marchandise pour autrui, etc., etc. Deuxième secteur dont on a voulu vous parler aujourd'hui, le secteur des loisirs et du tourisme. Alors pourquoi? Parce que souvent, c'est ce qu'on appelle un lifestyle business. Lifestyle business, ça veut dire quoi? Ça veut dire un business qui vous permettra d'avoir un peu la vie de vos rêves, entre guillemets. En tout cas, le lifestyle, le mode de vie que vous souhaitez. Souvent, c'est assimilé ça. Alors, c'est pas toujours le cas, parce qu'on peut aussi être prisonnier de son propre business. Hein. Entreprendre, c'est pas forcément se libérer complètement. C'est souvent le cas, mais c'est aussi parfois, on se retrouve piégé à son propre piège. Et c'est ça qu'il faut éviter, évidemment. Ici, l'idée, c'est de prendre le contre-pied de ça et de se dire, comme disait Confucius, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Et ça, c'est vraiment vrai quand vous parlez à des entrepreneurs qui sont passionnés par leur métier, qui arrivent à se différencier suffisamment sur le marché pour traiter les clients qu'ils veulent, donc sélectionner leurs clients et imposer leur prix sur un marché, et ils vous disent, moi, c'est pas, je regarde ma montre, il est seulement 10 heures, il n'y a qu'une seule heure qui s'est passée dans la journée, c'est l'inverse, c'est, il est déjà 18 heures, merde, et j'ai pas assez de temps encore pour travailler, pour continuer ma vie professionnelle qui est hyper engageante et intéressante.
Alors, pourquoi les loisirs et pourquoi le tourisme c'est intéressant? D'abord parce que notre pays est quand même toujours la première destination mondiale en termes de tourisme, c'est quand même pas mal, hein. Il y a plus de 80 millions de touristes chaque année étrangers qui viennent en France visiter. Alors il faut les loger, il faut les déplacer, il faut les transporter, hein. Donc il y a plein d'opportunités de business là-dedans. Évidemment, il y a eu beaucoup d'innovations technologiques ces dernières années. Vous avez vu l'émergence d'Airbnb. Je ne sais pas si vous savez, mais Airbnb a plus de chambres disponibles aujourd'hui que la plus grande chaîne hôtelière mondiale. Ils ont plus d'1 million, entre 1 et 2 millions de chambres disponibles versus 800 000, 900 000 chambres pour les plus grosses chaînes hôtelières. Et sont valorisés beaucoup plus cher qu'un groupe d'hôtels comme Accor. Vous savez, c'est la fameuse phrase il y a quelques années, Airbnb est le leader de l'hébergement sans posséder aucun hôtel, Uber le leader du transport à la personne sans posséder aucun véhicule et Facebook leader des médias sans posséder un seul journaliste. Donc c'est assez fou, ces révolutions de l'économie qu'on a dit collaborative qui vient s'immiscer dans tous les pans de l'économie, notamment Airbnb. Ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que ce pan de l'économie, il existe depuis très longtemps, hein, il n'est pas nouveau, et même ces plateformes d'intermédiation comme Airbnb, en fait ça existait déjà depuis une quinzaine d'années. Il y avait un site par exemple qui s'appelait HomeAway, que certains d'entre vous connaissent peut-être, HomeAway. HomeAway, il a été créé en 99. 10 ans avant Airbnb. Il avait simplement un business model un tout petit peu différent de Airbnb. Le modèle c'était quoi? C'était de faire payer à l'avance le propriétaire pour déposer son annonce. Une forte somme, hein, 500 €, 1000 €, déposer une annonce et ensuite trouver des clients. Airbnb il arrive et dit non, moi c'est gratuit et je prends une commission variable. Mais c'est exactement le même service, avec un business model complètement différent et une interface utilisateur beaucoup plus belle, beaucoup plus sympa. Et il y a 10 ans d'écart entre les deux. Vous pouvez on est dans les loisirs, on est dans les tourismes, évidemment il y a la food, le secteur food and beverage, qui est très tendance aujourd'hui, avec 3 nouveaux restaurants qui ouvrent chaque jour à Paris. Alors il y en a aussi 6 qui ferment, il faut quand même s'en rappeler. On a évidemment vu l'émergence ces dernières années de tout ce qui est food truck. Alors pourquoi c'est sympa, pourquoi ça marche les food trucks? D'abord parce que évidemment ça a été un peu à la mode pendant quelques années, et puis surtout aussi en termes de cash, je vais investir beaucoup moins dans un food truck que dans un fonds de commerce, un pas de porte. Ok, un pas de porte à Paris, ça coûte une fortune pour ouvrir un restaurant. Vous avez mis 400 000 € sur la table, vous n'avez pas encore fait de chiffre d'affaires. Ok, là, un food truck, bon, vous êtes plutôt dans des ordres de grandeur de 50 000 €, d'accord? Donc ça peut être peut-être pas mal pour tester un modèle, pour tester un concept. Donc moi, entrepreneur, je fais quoi si je veux me lancer dans ces business du loisir et du tourisme? Je peux ouvrir, c'est le rêve de plein de Français, il y a même des émissions de télé aujourd'hui là-dessus, une chambre d'hôte, une maison d'hôte, ou voire un hôtel. Alors, sachez que ça peut être un business très intéressant si vous arrivez à allier le B2C et le B2B avec les séminaires par exemple. Hein. Il y a eu de très très beaux succès sur ce secteur. Je ne sais pas si vous connaissez Châteauforme. Vous faites peut-être des séminaires avec vos entreprises chez Châteauforme. Châteauforme, c'est un super succès. Et l'histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, à la base, c'est donc une personne qui travaillait dans une grande entreprise, qui avait une résidence secondaire près de Paris, enfin à 1 heure de Paris, et qui s'est dit tiens, je vais la transformer pour faire des séminaires d'entreprise. Et finalement, là où il a innové, c'est qu'il s'est dit plutôt que de faire un séminaire froid et impersonnel dans un lieu un peu froid et impersonnel, je vais mettre des gens qui vivent sur place et qui accueillent chaleureusement les gens. C'est pour ça que Châteauforme a connu un sacré succès dès sa création. Et il a essaimé ensuite dans plein d'endroits, il y a maintenant plein de Châteauforme en France, avec toujours cette touche assez charmante où il a ramené le côté maison d'hôte dans le monde professionnel B2B. Donc chambre d'hôte, alors attention juste à un truc, quand vous lancez une maison d'hôte, n'espérez pas pouvoir emprunter la totalité de la somme et avec l'activité rembourser les crédits plus en vivre. Non. Soit vous remboursez le crédit, vous empruntez, vous remboursez le crédit et c'est tout, vous ne versez pas de salaire. Soit vous avez déjà un capital, vous avez par exemple, vous avez la chance d'être un propriétaire d'un appartement ou d'une maison en Paris ou en Ile-de-France. Vu le marché immobilier en ce moment, si vous le vendez, vous récupérez pas mal d'argent. Avec cet argent, par exemple, vous allez investir dans une maison en province et là vous allez faire une maison d'hôte. Donc la maison est payée, d'accord? Et là vous pouvez en vivre, ok? N'espérez pas faire les deux, rembourser un crédit plus en vivre. Vous pouvez vous lancer dans le business du food, comme on disait juste avant, et le mixer avec le digital, avec le numérique.
Ça, c'est très à la mode. Il y a beaucoup de plateformes de e-commerce, il y a beaucoup de marketplaces qui se lancent là-dedans. Vous avez vu tous les services de livraison qui se lancent là-dedans. Alors, le marché est un peu encombré maintenant pour lancer une plateforme, mais il y a certainement encore des modèles innovants à trouver là-dedans, puisqu'on a tous besoin de se nourrir. C'est quand même un besoin primaire et c'est pas prêt de changer. Un restaurant, un food truck, on en a parlé. Alors ça peut faire rêver sur papier. Alors attention, parce que le restaurant, le food truck, évidemment, c'est 6-7 jours sur 7 de travail. C'est des équipes à gérer, c'est des horaires difficiles, d'accord ? Encore une fois, on peut aussi prendre le contre-pied de tout ça. On peut décider, je connais plusieurs restaurateurs comme ça qui arrivent à bien vivre et qui ouvrent leur restaurant du matin au soir et qui ferment à 19 h et qui font en fait de la restauration un peu légère toute la journée avec un gros focus sur le midi. Pourquoi pas? Mais en tout cas, différenciez-vous et trouvez un concept fort. On va en parler juste après. Vous pouvez lancer peut-être une activité de guide touristique dans si vous connaissez bien votre région. Et vous référencez sur toutes les plateformes qui existent. Il y a plein de plateformes maintenant de jobbing, de guides spécialisés dans les guides ou pas, pour faire découvrir votre ville. Il y a ce phénomène aussi des food tours qui se développent beaucoup dans les villes pour faire visiter les villes sous un angle un peu différent. Et alors justement, dans ce secteur food and beverage, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut forcément se différencier, encore une fois, avec un concept fort. Développer un concept fort pour vous différencier, positionner votre offre par rapport à votre clientèle potentielle, potentiellement passer un CAP cuisine. Vous savez, Michel et Augustin, vous connaissez Michel et Augustin? Les deux fondateurs de Michel et Augustin, ou l'un des deux, je ne sais plus, en tout cas l'un des deux au moins, c'est sûr. Après une école de commerce, qu'est-ce qu'il a fait? Un CAP pâtisserie ou boulangerie. Okay, donc en fait, il s'est dit, ok, c'est pas lui évidemment qui fait les biscuits avec ses mains, sauf qu'il maîtrise le métier et il sait parler à ses équipes. D'accord, il est tout à fait légitime. Deuxième piste pour entreprendre dans ce secteur, c'est de prendre une franchise. Une franchise, ça peut être un bon moyen d'être rassuré par une marque, par des process, par une formation et d'avoir finalement une espèce de garantie de chiffre d'affaires, en tout cas pour une partie et pour les franchises les plus belles et les plus intéressantes. Vous pouvez à l'inverse aussi trouver votre nouveau concept sur un magasin, un restaurant, un deuxième, un troisième. Une fois que vous avez prouvé sur 3 et que vous avez rentabilisé l'affaire sur 3 endroits, vous pouvez devenir vous-même franchiseur et vendre finalement votre connaissance du marché, votre connaissance de l'exploitation, louer votre marque, d'accord? Et puis encaisser des droits d'utilisation de cette franchise. Okay. Il y a évidemment toute l'activité chef à domicile aussi qui se développe pas mal. Vous l'avez peut-être vu avec des plateformes comme La Belle Assiette qui permettent de référencer des chefs à domicile. Donc ici, on est vraiment dans le métier passion et dans la variabilisation totale des coûts. La personne qui veut vraiment exercer son art de la cuisine et qui n'a pas suffisamment de capital pour ouvrir un restaurant ou qui ne veut tout simplement pas risquer autant d'argent pour un restaurant, va pouvoir se lancer en chef à domicile. Il va peut-être cumuler un chef à domicile et puis une activité de traiteur et pouvoir tester ainsi si ce mode de vie lui correspond, s'il y a un marché pour son concept, etc. etc. Troisième domaine, secteur dans lequel nous a paru intéressant d'entreprendre aujourd'hui. Alors c'est pas un secteur, c'est plutôt un mode d'entrepreneuriat qui est un petit peu à part et différent, qui est le consulting. Le conseil, le consultant, vous l'appelez comme vous voulez. Alors l'idée ici, c'est de vous appuyer sur votre expertise, sur votre expérience, sur votre légitimité et d'arriver à avoir suffisamment de visibilité pour trouver des clients et pour leur vendre vos prestations. Vous allez en général vendre vos prestations à la journée ou bien au forfait en packageant des offres. Ce mode de travail, il a été popularisé par de nombreux ouvrages ces dernières années. Je pourrais citer La semaine de 4 heures de Tim Ferriss par exemple, ou tout ce qui tourne autour de Rework ou des digital nomades. C'est des livres assez intéressants à lire pour en fait embrasser une carrière de consultant indépendant un peu différente et en innovant et en tirant parti des spécificités du monde digital. Notre président disait avant d'être élu, il est plus facile de trouver un client qu'un employeur. Je crois qu'il avait repris la phrase de quelqu'un d'autre d'ailleurs. Je suis plutôt d'accord avec lui. Il est plutôt plus facile de trouver aujourd'hui, par les temps qui courent, un client plutôt qu'un employeur. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement,
se lancer dans le conseil, ça nécessite très peu d'investissement. Très peu d'investissement. C'est pas comme le restaurant dont on a parlé tout à l'heure où on va mettre 400 000 € sur la table. Grosso modo, j'ai besoin de quoi? Un téléphone, un ordinateur et un compte LinkedIn pour me lancer comme consultant, d'accord? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, plus de 30% de la population active américaine est indépendante. Plus de 30% des actifs américains sont aujourd'hui indépendants. Alors que je vous parle, ça augmente encore, on est pas loin des 35%. En 2020, on devrait passer le cap des 40%. Si on enlève les fonctionnaires, si on s'intéresse seulement au marché privé, c'est plus de la moitié des actifs américains en fait qui sont indépendants. Donc c'est juste énorme, la progression elle est dingue. En France, on est à peu près à 15% pour l'instant, donc c'est plus faible, mais c'est en forte croissance également. Pourquoi c'est en forte croissance? Parce que les gens eux-mêmes aspirent à plus d'autonomie, plus de liberté, plus d'épanouissement. Et puis, le gouvernement lui-même a créé il y a une dizaine d'années le statut auto-entrepreneur, donc légitime et encourage ces pratiques, surtout qui viennent de doubler les plafonds de chiffre d'affaires pour cette activité d'auto-entrepreneur. Et puis, les entreprises elles-mêmes, évidemment, sont très intéressées puisqu'elles parviennent à flexibiliser leur main-d'œuvre, d'accord ? Et ainsi à faire face aux pics et aux creux d'activité. Donc finalement, c'est une aspiration des trois parties, d'accord, et qui fait qu'on connaît cette folle croissance de ce phénomène. Il y a tout un écosystème qui se met en place autour des freelances, autour de ce consulting, de ce phénomène de consulting et d'indépendance des travailleurs. Il y a même des mutuelles spécifiques qui se lancent pour les travailleurs indépendants, comme WeMind, que vous avez peut-être vu sur Internet. Il y a même des plateformes qui se lancent, beaucoup de plateformes qui se lancent sur Internet pour trouver des jobs quand vous êtes freelance, et en face, quand vous êtes une entreprise, pour faire appel à des freelances, comme Comet, comme Hopwork, qui a changé de nom, qui s'appelle Malt maintenant. Bref, il y a vraiment tout un écosystème, il y a des formations, il y a énormément de choses qui existent aujourd'hui pour les freelances, les travailleurs indépendants. Il y a évidemment aussi plein d'espaces de coworking où on peut aller les retrouver et où on travailler souvent. Alors, donc, qu'est-ce que je peux faire en tant que pour me lancer comme consultant finalement, comme indépendant, comme freelance? Je peux faire énormément de choses. Encore une fois, c'est pas du tout exhaustif ici. Je peux faire du développement commercial. Je suis un très bon commercial dans ma boîte. Ok, je vais mettre à profit cette expérience, cette expertise, et je vais la vendre à plein de boîtes qui en ont besoin, des PME qui n'ont pas forcément les moyens d'embaucher un commercial à temps plein, par exemple. Du développement commercial. De la transformation numérique. En ce moment, toutes les boîtes rêvent de se transformer, de se digitaliser. Donc il y a un potentiel, il y a une opportunité pour les accompagner efficacement à se transformer dans le digital. Il y a des très belles agences comme ça de consultants qui se sont créées ces dernières années pour ça. Vous pouvez faire de l'accompagnement stratégique, vous pouvez faire de l'accompagnement sur l'organisation, comment organiser une entreprise. Bref, vous pouvez faire du conseil sur n'importe quelle expertise. Ici, ces dernières semaines, on a formé des gens qui voulaient et qui veulent devenir consultants, avec des gens qui ont des problématiques et des expertises très différentes. Je me souviens d'une personne, par exemple, qui a une expertise très forte, il a 30 ans de carrière derrière lui, dans l'aéronautique. Il va se lancer dans le conseil en aéronautique, c'est très précis. Il a simplement peut-être une quinzaine de clients potentiels, c'est des PME qui bossent dans le secteur aéronautique, mais il a une légitimité, une expertise que peu de gens ont en France. Pareil dans l'informatique, pareil, on recevait quelqu'un qui est spécialiste des questions culturelles, il a organisé des spectacles un peu partout dans le monde, vraiment très pointu et spécifique. Pareil, il était jusqu'à présent salarié d'une association, il va se lancer à son compte. Ce phénomène, on le voit vraiment à tous âges et de tous horizons, aussi bien des gens de 60 ans qui n'ont pas envie d'aller à la retraite, qui ont envie de continuer une petite activité comme ça, que des gens de 25 ans qui n'ont quasiment jamais été salariés, que des gens de 40 ans qui veulent changer de vie, peut-être ralentir un peu le rythme de travail, etc. Donc qu'est-ce que je peux faire également? Quels sont mes choix stratégiques si je veux me lancer en tant que consultant, en tant que freelance, en tant qu'indépendant? Je peux diffuser mon expertise auprès du plus grand nombre et faire une stratégie de volume. Alors comment je vais faire ça? Je vais écrire des bouquins, je vais écrire des formations, mettre en place des formations. Je vais peut-être faire créer une série de vidéos, je vais essayer de vendre par exemple des stages aussi, des journées de stage. Et donc vous allez les vendre assez peu cher, d'accord? Un livre c'est quoi? C'est 10, 15, 20 euros. Une journée de stage pour un particulier c'est peut-être 100, 200 euros, d'accord? Des choses comme ça. Mais vous allez essayer de faire du volume. Le livre, vous allez essayer de le vendre à un maximum de gens.
Les stages, les formations, vous allez essayer évidemment d'attirer peut-être 50, 100 personnes à chaque fois. Vous allez vraiment avoir une stratégie de volume de diffuser cette expertise au plus grand nombre. On voit de plus en plus de gens comme ça sur Internet qui forment les gens à l'investissement immobilier, à l'investissement financier, à, que sais-je encore, ouvrir un commerce ou se lancer dans le digital, etc., etc. Stratégie de volume avec des petits prix et l'idée c'est d'atteindre le maximum de gens. Deuxième piste stratégique pour ça, c'est l'expertise que je vends cher à quelques clients. Je repère certains profils qui ont les capacités de payer pour mon expertise et je leur vends très cher ma prestation parce que c'est de la prestation sur mesure, haut de gamme, premium. Ça peut être quoi? Ça peut être juste très simplement des particuliers très fortunés, ok? Ou bien, ça peut être des entreprises qui sont très rentables, qui ont une très bonne trésorerie, qui sont très saines, des grandes entreprises du CAC 40, des belles ETI, à qui je vais vendre des journées de conseil relativement chères, d'accord, mais très haut de gamme, très spécifiques, très pointues, qui vont venir me chercher sur une expertise particulière. Et vous n'imaginez pas à quel point c'est, entre guillemets, facile, en tout cas faisable, de vendre des prestations à des géants en étant tout seul, indépendant. Moi-même, je peux vous en témoigner, je vends souvent des prestations à des boîtes comme Total, L'Oréal, Decathlon, des boîtes qui sont vraiment des géants. Aujourd'hui, alors c'est plus du tout tabou de faire appel à un petit consultant dans son coin comme ça, qu'on va rémunérer 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, c'est-à-dire des toutes petites sommes, d'accord, par rapport à l'échelle de ces géants. Chose qui était moins possible il y a une quinzaine d'années, parce qu'il y a une quinzaine d'années, il y avait beaucoup de process, il fallait passer par le service achat pour faire appel à une agence de consultants, etc. Ça ne rentrait pas dans les cases. De plus en plus, c'est possible de travailler avec ces gens-là. Évidemment, c'est des gens qui payent avec un certain retard, avec plusieurs mois de retard. Il faut faire face à ça, c'est l'une des grandes difficultés de cette activité. Vous pouvez évidemment faire également un mix des deux, c'est-à-dire avoir une stratégie de volume pour une certaine catégorie de vos produits packagés par exemple, et faire du sur-mesure pour les gens qui peuvent payer, qui peuvent aller bien au-delà, avoir en fait finalement une stratégie un peu freemium, qui est la contraction de free et de premium. Et alors très concrètement, comment je fais? Eh ben, je construis mon profil en ligne, je construis mon profil Facebook, je construis mon profil LinkedIn, évidemment je mets les références qu'il faut. Je contacte mon réseau existant, très important, et souvent les entrepreneurs et les néo-consultants, les nouveaux consultants vont avoir tendance à zapper cette étape. Ils vont se dire non, mais dans mon réseau, les gens ne connaissent pas forcément mon secteur d'activité, ma fonction, ou j'ose pas les solliciter. Bien sûr que si, osez, ça vous coûte rien. Et en fait, vous serez surpris de voir que, ah oui, bah tiens, peut-être que le besoin il ne sera pas direct dans votre cercle, mais peut-être que dans votre cercle, les gens connaissent d'autres gens qui ont besoin de vos services. Donc vous voyez, cette idée de deuxième et troisième cercle, vous pouvez les atteindre très rapidement et très facilement. Je sais pas, on va dire que chacun ici, on connaît peut-être 200 personnes, d'accord? Chacune de ces 200 personnes va connaître elle-même 200 personnes. Vous imaginez un peu à quel point c'est exponentiel. Donc contactez votre réseau existant, faites-leur des emails, au barbecue le dimanche, parlez-leur à votre famille, à vos amis de votre nouvelle activité, sans évidemment commencer à leur vendre des offres, des packages de services. Dites-leur simplement, ben voilà, je me lance sur telle niche, c'est mon expertise, c'est mon domaine. Si tu entends parler de gens qui ont besoin de ces services, ben, je serais ravi de parler avec eux. Ensuite, donc, je me rends visible sur le terrain, je vais à des meet-ups, je vais à des conférences, des événements, des workshops, des salons, j'essaie d'écrire du contenu dans les médias, d'avoir mon propre blog, et je me forme surtout en permanence pour rester au top. Il faut vraiment adopter cette double posture à la fois d'élève et de professeur. Parce que c'est pas parce qu'on va conseiller des entreprises que nous-mêmes on ne peut pas être conseillés. D'accord ? Il faut surtout rester dans ce cycle permanent de formation et pour pouvoir former les autres. Quatrième secteur intéressant aujourd'hui pour entreprendre, et on en a la preuve ici au fond de la salle avec une personne qui disait qu'il avait créé d'ores et déjà son activité dans le digital, dans le développement, tout ce qui est monde numérique, monde du développement, avec tous ces sujets chauds du moment que sont le design, l'intelligence artificielle, les data, donc les données, etc. Donc depuis une vingtaine d'années, on vit une véritable révolution numérique et on a énormément de besoins de codeurs, programmeurs, designers. Et même si votre projet, en fait, c'est d'entreprendre dans une boutique physique, dans le monde physique,
eh ben, vous aurez de toute façon besoin de ces compétences. Vous aurez besoin de créer votre site internet. Vous aurez besoin de créer votre page Facebook. Et via cette page Facebook, de faire de la publicité ciblée pour accueillir des clients. Vous aurez besoin de faire des newsletters. Vous aurez besoin d'embaucher des designers. Et pour ça, il va falloir utiliser les plateformes en ligne, etc., etc. Donc, même si votre business il est dans le monde physique et pas dans le monde digital, il y a forcément besoin à un moment ou à un autre de compétences digitales. Et rappelez-vous, Michel et Augustin, ils passent le CAP formé pour pouvoir parler avec nos équipes qui sont peut-être le programmeur pour le site internet ou peut-être la personne qui va gérer votre marketing online, etc. Vous n'avez pas envie qu'ils vous entubent et qu'ils vous racontent des bobards. Vous avez envie de comprendre un peu ce qu'il fait et d'avoir un peu la main dessus. Il y a un truc qui est clair, et d'ailleurs, petite publicité au passage, Créatif ici lance dans un mois les formations au code informatique, d'accord. Un truc qui est sûr, c'est que pourquoi ici on lance ça notamment, c'est que vous serez en situation de force sur le marché du travail si vous êtes bon dans ce domaine. Si vous êtes bon dans ce domaine, si vous êtes correctement formé, vous serez en situation de force sur le marché du travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez le pouvoir de négociation chez vous, et non pas chez l'employeur, non pas chez le client. Et ça c'est très rare. C'est très peu de secteurs, c'est très peu de fonctions, c'est très peu de métiers où c'est le cas, d'accord? Donc vous serez en situation de force sur le marché du travail, ça veut dire que vous imposerez vos horaires, vous imposerez votre prix, ça s'appelle le pricing power en anglais, vous imposerez vos méthodes de travail, et souvent, pour ceux qui connaissent un peu ce milieu, c'est très difficile de trouver des bons développeurs, des bons designers, des bons CTO, etc. Et ces gens-là, souvent, ont des exigences et disent, bah ok, moi je travaille seulement à distance, je travaille seulement de telle heure à telle heure, je travaille seulement à tel prix, etc. etc. Et ça c'est royal. Quand on est à son compte, c'est royal. Alors je fais quoi? Je peux faire des applications mobiles, développer des applications mobiles, ok, que je vais exploiter pour moi-même, d'accord, avec en essayant de faire une partie gratuite et puis une partie payante. Alors ça c'est difficile, hein, il faut ramer. Par exemple Angry Birds, vous vous souvenez ce jeu Angry Birds? Bon, ils ont essayé 80 fois avant d'arriver au bon jeu, hein. Ils avaient développé 79 jeux qui ne se sont jamais vendus, et le 80e jeu s'est vendu à des centaines de millions d'exemplaires, donc il faut être persévérant. Le truc beaucoup plus facile, c'est de développer des applications mobiles pour d'autres, d'accord, pour autrui, pour des grandes boîtes, pour des PME, etc. Vous pouvez également vous spécialiser dans l'ergonomie, dans l'UX. Ce qu'on appelle l'UX, c'est la user experience, l'expérience client, l'expérience utilisateur. C'est primordial, c'est capital aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas envie, en tout cas la majorité des gens n'ont plus envie d'avoir du mal à utiliser un truc, de devoir remplir 20 000 formulaires, de cliquer ça marche pas, etc. Hop, on zappe, on vire. Je suis sûr que vous avez tous essayé déjà de commander sur un site e-commerce, un petit site e-commerce, une petite boutique, etc. Vous avez commencé à remplir le formulaire, vous avez vu, vous avez galéré, vous n'avez pas réussi, hop, ok, je vire, je passe à Amazon, en 2 clics, je commande. Fini. Et ça, c'est vrai aussi pour les billets de train avec Capitaine Train, avec Trainline maintenant, versus le voyage SNCF par exemple. Il y a plein d'exemples comme ça où l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur sont très très importantes aujourd'hui et qui sont vraiment une barrière pour ceux en fait qui vont pour les utilisateurs finaux, hein, si l'interface, l'expérience n'est pas bonne, j'y vais pas, je suis pas utilisateur du truc. Et au contraire, si elle est bonne, je switch et je vais là-bas. Alors, je peux être à mon compte, je peux être consultant indépendant comme on le disait juste avant dans ces domaines-là et très bien gagner ma vie. Et je peux aussi faire de la croissance industrialisée, entre guillemets, hein, mon entreprise, et créer une agence, commencer à recruter des salariés. Ou bien même travailler avec d'autres freelances à qui je vais sous-traiter une partie du travail. Ou travailler en tandem avec un designer et moi un programmeur informatique, ou l'inverse. D'accord ? Créer des espèces d'équipes de choc comme ça, des teams, des équipes éphémères. Et pas que d'ailleurs dans l'informatique, hein, ça peut se voir très bien aussi dans n'importe quelle activité de conseil. Et il y a tout l'univers également de la donnée, des data. Il y a un job qui est très à la mode en ce moment qui s'appelle le data scientist. Data scientist, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher à tirer de la valeur ajoutée de toutes les données de l'entreprise. Les données de l'entreprise, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire les adresses email, ça veut dire combien de fois les personnes ont acheté, et on va extraire la substantifique moelle de tout ça, et puis on va dire, ben, on va essayer d'augmenter les paniers moyens, on va essayer d'augmenter la fréquence d'achat, on va essayer d'augmenter le repeat business, la récurrence, etc. etc. Cinquième secteur, celui de l'éducation et de la formation. Alors l'éducation et la formation, c'est pas que pour les enfants, c'est pas que pour les écoles, c'est aussi pour les adultes en formation continue. La preuve ici, chez Créatif d'ailleurs, c'est aussi du digital, c'est aussi du e-learning. Le business de l'éducation, il pèse très lourd.
et il est vraiment porteur de sens en plus, puisque vous allez former des gens à un métier pour demain, à une activité pour demain, ou à se développer personnellement. Donc dans certains pays, c'est vraiment un secteur colossaux, d'activités colossaux. En France, c'est le cas. Dans les pays anglo-saxons, c'est parfois encore plus développé que chez nous. La preuve avec certains MBA qui sont facturés 50 000 $ l'année, qui sont vraiment des boosters de carrière. Et la preuve aussi avec tout ce qui est développement personnel, qui justement se développe aussi beaucoup en France, basé sur pas mal de recettes et de choses intéressantes qui ont émergé aux États-Unis et en Angleterre ces dernières années, et en Allemagne aussi. Le développement personnel, ça a le vent en poupe. Les formations aussi au code, justement, ce qu'on disait juste avant, au code informatique pour les enfants. Je ne sais pas si vous avez vu, ça explose, il y en a plein en ce moment. Formation à partir de 6 ans, 7 ans, 8 ans pour en fait, leur instiller un peu une logique du code, ça marche très fort. Dès qu'il y a des opportunités de job ou une tendance de fond, vous pouvez dire qu'il y a un besoin de formation. C'est en ça que c'est intéressant. Vous pouvez aussi souvent innover dans ce secteur parce que souvent c'est un secteur assez traditionnel où on peut apporter de la valeur ajoutée avec justement du digital, avec du e-learning, des formations à distance. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux devenir moi-même formateur, professeur via des organismes, des écoles. Je peux proposer à ces écoles, à ces organismes de former leurs étudiants ou leurs adultes en reconversion sur une expertise que j'ai développée, qui est précise et pointue. Je peux aussi organiser moi-même et vendre moi-même mes propres formations. D'accord? Je vais utiliser tous les outils numériques aujourd'hui, les Meetup, les Eventbrite, tous ces outils pour organiser, et les Facebook évidemment, pour organiser des événements au début gratuits pour attirer le plus grand nombre de gens. Et puis après, peut-être, je vais faire des ateliers payants sur mon expertise, d'accord? En B2C ou en B2B. Et puis je peux le faire en présentiel ou à distance, en e-learning, ou un mix des deux, d'accord? Je vais faire une partie en présentiel et puis une partie en vidéo. Il y a comme ça des organismes de formation qui se lancent et puis qui font véritablement un mix entre vous venez une fois par semaine vous former, puis le reste du temps vous faites ça avec les MOOC, vous savez, les fameux MOOC, les cours en ligne, en vidéo, que vous suivez, et certains même sont certifiants ou diplômants. Aujourd'hui même à distance en e-learning. Ce qui est intéressant évidemment dans le business model de ça, de la formation à distance, c'est que forcément vous enregistrez une fois la vidéo et puis vous la vendez potentiellement des milliers de fois, d'accord, versus un cours où on est contraint par la capacité de la salle, d'accord, que l'on croit. On peut faire plein de choses et plein de business models avec l'immobilier. C'est évidemment un marché absolument énorme, aux opportunités très très variées. Contrairement à ce qu'on pense, c'est plutôt facile de se lancer dans ce secteur d'activité. Pourquoi on dit qu'il est facile de se lancer dans ce secteur d'activité? Parce qu'en fait, on peut faire levier sur ce secteur d'activité, c'est-à-dire qu'on peut se lancer en ce qu'on appelle un side project. C'est quoi un side project? C'est vous continuez à avoir votre vie, votre job, et à côté de ça, side, ok, à côté de ça, vous allez vous lancer dans l'immobilier. Vous allez par exemple, alors avec un business model que vous allez choisir vous, qui est le vôtre. Ça peut être quoi? Ça peut être une stratégie de plus-value. Ça peut être quoi? J'achète un appartement, je le rénove complètement et puis je le revends avec une plus-value. Ok, c'est un business model dans l'immobilier. Un autre business model dans l'immobilier, une stratégie qu'on va appeler de rente, c'est je vais aller acheter un bien et puis je vais le louer. Je vais le louer comment? Soit en long terme, soit en court terme, soit en moyen terme, en meublé ou en vide, etc. D'accord? Vous avez plein de sous-stratégies. Je peux m'endetter à fond pour acheter ce bien, ou je peux l'acheter cash si j'ai évidemment les moyens. Ce qui est intéressant et pourquoi je dis que c'est accessible, parce que en fait, comme c'est un business model et comme c'est un secteur d'activité que les banquiers connaissent très bien et depuis des siècles, en fait, ils vous prêteront plus facilement, d'accord, qu'un business beaucoup plus risqué qu'ils ne connaissent pas. Ils vous prêteront plus facilement, et puis deux, surtout, ils peuvent en fait se garantir. Ils peuvent prendre votre bien si jamais vous n'arrivez plus à rembourser les traites. Donc finalement, c'est un secteur qui rassure les partenaires financiers comme les banquiers. Donc stratégie de plus-value, stratégie de rente, intermédiation. Imaginons que vous n'ayez pas du tout de cash pour vous lancer ou que vous n'avez pas envie de risquer d'argent. Vous pouvez simplement un intermédiaire. C'est quoi un intermédiaire en immobilier? Un agent immobilier, un chasseur d'appartements. Encore une fois, on a besoin d'une ligne téléphonique et d'un ordi pour faire ça. Aujourd'hui, avec tous les outils numériques qui existent, vous pouvez avoir accès à une clientèle potentiellement très large. Et là aussi, il y a certainement moyen à se différencier sur le marché. Vous pouvez faire, je sais pas moi, que les lofts, que les maisons de campagne, que les maisons en bord de mer, que les maisons au Portugal pour les retraités français, etc. Il y a plein d'opportunités.
Évidemment, vous pouvez aller dans la promotion. Hein. Alors ça, c'est évidemment un niveau supérieur, puisqu'il faut aller trouver le terrain, il faut aller vendre vos appartements sur plan, il faut réaliser cet immeuble. Tout ça, évidemment, ça nécessite beaucoup de moyens. Et ces dernières années, on a vu apparaître tout ce qui est crowdfunding, les plateformes de crowdfunding, de financement participatif, qui proposent à tout un chacun, à partir de 1000, 2000, 3000 euros, justement, d'investir ensemble dans des projets de promotion immobilière comme cela. Septième secteur qui nous a semblé porteur pour entreprendre, l'international, dont on a un exemple ici, hein, on en a parlé tout à l'heure, l'import-export ou l'adaptation d'un concept que l'on a vu à l'étranger. Aujourd'hui, il est possible de se rendre très rapidement à l'autre bout du monde. Et donc, avec une bonne connexion Internet, on va pouvoir organiser des vidéos, des rendez-vous vidéo à distance, si on est par exemple dans le monde du service, avec des sous-traitants un peu partout sur la planète. C'est aussi beaucoup plus facile aujourd'hui pour trouver un fournisseur. Hein, vous avez plein de sites, plein de plateformes qui vous proposent de trouver des fournisseurs en Afrique, en Inde, en Asie, dans plein d'endroits, et d'importer des produits. Les opportunités peuvent être du coup encore beaucoup plus larges que celles qui sont nationales, et une concurrence, c'est ça qui est paradoxal, parfois qui peut être moins intense en fonction des lieux. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui est intéressant en fait, c'est que si je me lance sur une niche qui est beaucoup trop petite, un marché beaucoup trop petit pour uniquement la France, eh bien je peux me lancer de manière globale dès le début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons par exemple que je veuille lancer spécifiquement un produit vraiment particulier en France, et je me rends compte que finalement le marché n'est pas assez large en France, il n'y a pas assez d'acheteurs potentiels. Et bien finalement j'ai tout à disposition aujourd'hui avec les outils numériques pour faire un site en anglais, pour cibler des gens en anglais sur Facebook et sur plein de réseaux, d'accord, sur Instagram, et pour potentiellement livrer dans le monde entier mes produits, et livrer dans le monde entier mes services, ok? Donc on voit par exemple des entrepreneurs comme ça, des bidouilleurs, mettre au point, vous savez, des gadgets un peu technologiques, et sur Kickstarter, ils vont faire une belle vidéo, et ils vont vendre à plein de clients, et notamment aux US. Et je connais moi des entrepreneurs qui ont 95% de leurs clients aux États-Unis, qui n'ont jamais vu et ils n'ont jamais été de leur vie aux États-Unis. Ils exportent leurs produits là-bas. Et la France représente seulement 5% de leur business. Vous pouvez aussi exporter, jouer sur le chic français, le luxe, l'artisanat. Tous ces codes qui peuvent fonctionner correctement en Asie, aux États-Unis, des pays à fort pouvoir d'achat, ou en tout cas on trouve une clientèle à fort pouvoir d'achat. Et vous allez exporter, alors en allant peut-être sur place opérer un business, ou bien en exportant des produits, des services depuis la France. Et puis enfin, à l'inverse, je vais pouvoir importer des produits un peu coup de cœur qu'on ne trouve pas finalement ici en Europe ou en France. Il y a beaucoup de produits que l'on trouve dans certains pays d'Afrique, dans certains pays d'Asie, dans certains pays d'Amérique, et qu'on ne trouve pas du tout facilement ici, ils ne sont pas accessibles. Pourquoi ne pas les acheter et puis les revendre ici? Simplement, la proposition de valeur que vous allez apporter sur le marché, c'est rendre ces produits accessibles et faire connaître ces produits au marché. Il y a quelques années, personne n'avait entendu parler du yuzu, le citron japonais. Aujourd'hui, il est sur tous les étals. D'accord? C'est pareil pour plein de gadgets électroniques. Alors, quelques recommandations pour se lancer rapidement, quel que soit le secteur que vous choisirez. Parmi ces 8 dont on vient de parler, ou tout autre secteur. Vous pouvez aussi très bien réussir hyper bien dans tout autre secteur. Premier réflexe, créer une page Facebook et publier du contenu pour démarrer une communauté. Vérifiez l'engouement des gens pour votre concept, pour votre produit, pour votre proposition de valeur. Vous verrez très rapidement si ça prend, si ça marche, si les gens sont intéressés, si les gens posent des questions, s'il y a un enthousiasme derrière votre projet, d'accord? Et faites participer vos premiers clients, vos premiers fans, en leur demandant de participer au logo, de dire s'ils préfèrent cette couleur ou ce positionnement, etc. etc. Vraiment, appuyez-vous sur le feedback de vos premiers utilisateurs. Créez un site vitrine sur Strikingly. Strikingly, c'est un site au nom imprononçable, mais qui va vous aider à créer justement vous-même votre propre site vitrine. Très rapidement, en 1 heure ou 2, vous créez un très beau site vitrine, d'accord, qui va vous permettre de présenter votre projet, votre service, vos produits, et de le mettre en ligne très rapidement. Et puis 3, organisez des événements, publiez des articles, faites du bruit et différenciez-vous. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'évidemment aujourd'hui, il y a une telle concurrence partout qu'il va falloir sortir du lot, émerger, se différencier. Et comment est-ce qu'on se différencie? On produit des articles, on produit du contenu, on se lance avec un blog et on organise des événements, on essaye de faire du bruit, du buzz pour attirer le maximum de gens et le maximum de capital sympathie à nous. Parce que si par exemple vous vous lancez sur un marché
sur lequel il y a beaucoup d'acteurs existants et des grandes entreprises, ben votre principale force, ce sera votre capital sympathie. Parce qu'on va toujours préférer acheter un produit ou un service à une petite boîte qui se lance, qui est dynamique par un récent entrepreneur, plutôt que par l'énorme boîte qui en face propose le même produit peut-être un peu moins cher, mais c'est pas grave, on est comme ça, on va avoir tendance à aller plus vers le jeune entrepreneur. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, votre plan c'est ça, et en fait la réalité ce sera ça, d'accord? Mais un truc intéressant, alors ok, vous allez connaître plein de barrages, d'embûches et de périodes de joie aussi, c'est que vous voyez, à la fin, bah, finalement, l'arrivée, elle ressemble aussi un petit peu à celle d'en haut, d'accord? Donc moi je connais pas un entrepreneur qui s'est dit ok, je vais partir de là et aller là, et qui a exactement pris une ligne droite, d'accord, comme ça. Non, tous les entrepreneurs passent par tous ces stades, toutes ces étapes, et finalement l'arrivée, elle est parfois différente de celle qu'on avait imaginée, elle est parfois bien meilleure, d'accord? Elle peut parfois être moins bonne, et dans ce cas-là, bah, on va pivoter, on va changer de projet, on va changer, on va peut-être abandonner quelques clients, on va se mettre sur un autre secteur, sur un autre marché, on va changer son prix, etc. Et on va essayer en permanence d'adapter son projet à son projet de vie. Ça, c'est le plus important, vraiment équilibrer son projet pro et son projet de vie. Merci de votre attention. Et je vous propose d'échanger à propos de vos projets, ou si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir, les secteurs, les fonctions, comment faire pour se lancer, etc. etc. Je vous écoute. Ouais. Cette slideshow, c'est disponible? Oui, on va pouvoir vous l'envoyer. Je pense qu'on a les emails de tout le monde, donc on pourra tout à fait vous l'envoyer. Ouais, ouais. Et on a fait un petit livre blanc. Comment? D'accord. On a fait aussi un petit livre blanc avec tout ça détaillé en texte. On vous l'enverra aussi en PDF. D'autres questions? La santé, vous l'avez pas mis comme secteur. Ouais, on l'avait mis l'année dernière, donc il fallait nous faire un peu évoluer nos secteurs. La santé, c'est clair que c'est un secteur porteur, c'est clair. Il y a des opportunités parce que il y a de plus en plus de seniors, et puis parce que on est tous maintenant, j'allais dire presque hypochondriaques. Non, c'est pas le bon mot, mais en tout cas on veut se soigner et on veut être dans le confort, on veut aller mieux. Et tout ce qui va être paramédical tout autour de la santé aussi, c'est clair que c'est un secteur très porteur. Encore une fois, c'est pas du tout exhaustif. D'autres idées de secteurs justement intéressants auxquels vous pensez? Est-ce qu'il y a autrement peut-être des secteurs dans lesquels ce serait pas une bonne idée d'investir en 2018? Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. De manière générale, ce qui est quand même alors après chacun va vraiment... on va pouvoir trouver des contre-exemples partout, vraiment. Mais ce que j'ai tendance à dire en ce moment, c'est essayez de vous lancer sur un business que vous pouvez commencer avec des coûts variables. D'accord? Commencez pas à vous lancer dans un truc... Alors, j'ai rien contre ouvrir un restaurant au coin de la rue, hein, si vous avez 400 000 € à mettre, très bien, tant mieux pour vous, et si c'est le projet de votre vie. Mais essayez intelligemment de tester votre concept en variabilisant vos coûts. Parce que comme ça, déjà vous dépenserez moins d'argent, donc c'est déjà pas mal. Et en plus de ça, vous testerez votre concept. Et si ça se trouve, votre concept, il est à affiner. D'accord? Et si vous dépensez beaucoup d'argent et beaucoup de temps, vous bossez 2 ans, 3 ans sur un projet, un prototype d'un produit que personne ne veut acheter, c'est un peu dommage. Vous avez un peu perdu 3 ans de votre vie. D'accord? Alors c'est pas... Enfin, tout n'est pas à jeter parce que vous aurez forcément connu des expériences et traversé des expériences top, mais à ce moment-là, au bout des 3 ans, si personne n'achète votre produit, vous n'avez plus d'argent, et votre projet entrepreneurial, il tombe un peu à l'eau. Donc essayez vraiment de tester toujours votre idée le plus rapidement possible. Le conseil, c'est mettez en fait dans les mains de vos utilisateurs très rapidement un produit ou un service pour avoir du feedback, savoir si ça les enthousiasme, si vous devez changer des choses ou pas. Et ensuite, essayez de répéter ça quelques fois, ok? Et vous saurez s'il y a un début de marché, une amorce de quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Pour quelqu'un qui n'est pas inscrit à Pôle emploi, par exemple, parce qu'entre nous, ma femme et moi, elle est licenciée pour des raisons économiques grâce à la réforme de M. Macron. Ouais.
Mais elle était toujours mon expertise, elle était toujours le Oui. suivi de la situation d'emploi permanent. D'accord. Jusque l'année dernière. Moi, je reste papa foyer, j'ai 4 Oui. enfants, Oui. voilà, jamais inscrit à Pôle emploi, Oui. parce que il y a des avantages et des désavantages. Voilà. Et donc, moi, je reste sans carrière, sauf j'ai évolué mes propres projets à la maison, pour rien. Ouais. Au moins, Ouais. j'ai les idées. Mais est-ce qu'il y a toujours de l'aide pour, disons, Alors, sans histoire de squat? ta question c'est est-ce qu'il y a des aides hors Pôle emploi, c'est ça? Oui. Hors dehors de Pôle emploi. Alors, Hors de situation officielle, par exemple. oui, il y en a. Alors, c'est un peu une jungle. C'est un peu une jungle. Ok. Il y a des subventions. Il y a des prêts d'honneur qui peuvent être octroyés par des fondations, des associations, des grandes entreprises. Les grandes entreprises, ces dernières années, se sont rendues compte de l'importance des startups et ont commencé à lancer des concours d'idées, des concours d'innovation. Vous pouvez participer à ça, et souvent, pour participer à ça, ça ne nécessite que quelques idées, un bon PowerPoint et tout premier prototype. Okay, et vous pouvez peut-être aller retirer 10 000, 20 000 euros d'aide, de subventions, de prêts d'honneur pour démarrer le projet véritablement. Voyez, et l'idée, c'est en fait de se faire coacher aussi, de se faire bien entourer. Et il y a pour ça des réseaux, des associations, des fondations. Vous pouvez vous rapprocher des équipes de créatifs, elles sauront vous aiguiller vers les bons interlocuteurs. Mais c'est vrai que c'est une jungle et qu'il faut un petit peu toquer à plein de portes pour en avoir peut-être une ou deux qui vont s'ouvrir. Mais oui, ça existe, ça existe. Il faut bien les trouver et correctement leur parler, avoir un peu de chance, arriver au bon moment, au bon endroit. Et parfois, avec la conjonction de tout ça, on arrive à développer des projets avec beaucoup d'aide. Donc, même pas, je ne suis pas déjà inscrit, c'est votre conseil d'inscrire tout de suite le Pôle emploi, si ça prend un peu de temps de lancer. Oui, ça peut tout à fait être une solution parce que effectivement, tu vas pouvoir utiliser des droits à la formation, tu vas pouvoir financer certaines formations, par exemple. D'autres questions, des remarques, des retours d'expérience d'entrepreneurs? Non? Ok, oui, vas-y. La difficulté, c'est de pérenniser. Absolument. C'est ça le problème, que ce soit le consulting, tout ce qui est entreprise individuelle. Oui. Parce qu'après, il y en a plus qui font manger aussi par les gros. Oui, alors, effectivement, pérenniser. Et comment est-ce qu'on pérennise une activité? On essaye de trouver de la récurrence, au maximum de la récurrence, des gens qui reviennent. Et comment les gens reviennent? Déjà, on a un service client de qualité, on fournit un travail de qualité. Et puis, on va vers des business qui sont naturellement récurrents, d'accord? Business qui sont naturellement récurrents, par exemple. Si vous faites de la formation, vous allez faire de la formation dans une école. Chaque année, il y a des nouveaux élèves qui arrivent. Et donc là, forcément, vous avez un vivier de nouveaux clients qui revient chaque année. D'accord? Ou un business model basé en partie sur un abonnement. Je sais pas, vous êtes dans l'informatique, vous installez des réseaux, vous allez avoir une partie sur la maintenance que vous allez assurer. Et ça va vous assurer un minimum de revenus chaque mois qui vont vous payer peut-être vos charges fixes. Effectivement, récurrence. Et visibilité, réseau. Il va falloir développer votre réseau, votre visibilité. Et après, c'est un cercle vertueux. Plus vous traitez de clients, et s'ils sont satisfaits, en général, ils vont vous recommander. Et puis, vous allez pouvoir vous inspirer de ce que vous avez fait chez eux pour vendre à d'autres. Je rajouterais fidélisation. Absolument, fidélisation, récurrence. La qualité, quoi. Ça, c'est sûr. Le produit, entre guillemets, doit être nickel. Ça, c'est sûr. Sinon, vous faites manger au bout d'un moment, vous êtes plus crédible. Vous devez être au top avec votre produit, mais en plus de ça, vous devez vous différencier et vous devez fidéliser et avoir de la récurrence. Si vous arrivez à faire ça, vous êtes gagnant sur le long terme. Ok, merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. C'est très clair.